Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de la chaîne Argos raconte. Je suis en effet passionné d'histoire médiévale et en particulier de cette époque dite du Haut Moyen-Âge, cette époque qui date d'avant l'an 1000. Si cette époque me fascine, c'est parce que l'homme sait très peu de choses, il est très peu avancé technologiquement et il a donc tout à découvrir. Ce qui me fascine aussi dans cette époque, c'est que comme elle est très éloignée dans le temps, on a nous-mêmes beaucoup de choses à découvrir dessus. On ne sait encore pas tout. Les historiens font régulièrement des découvertes sur cette période qui n'a pas encore révélé tous ses mystères. Alors vous pensez bien que je suis forcément fan de cette série qui reconstitue la France et l'Angleterre du 9e siècle, avec ses mottes castrales, ses maisons en bois et son vieux François. Et les premières questions que je me suis posées en voyant cette série, c'est les protagonistes qui sont mis en scène dans la série ont-ils réellement existé? Et si oui, ont-ils réellement dans l'histoire réalisé ce que la série prétend qu'ils ont réalisé? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Alors juste une précision, je n'ai pas encore vu la saison 5. Cette vidéo ne traitera donc que jusqu'à la saison 4 incluse de la série Viking. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois quand même de faire une petite parenthèse concernant les sources que l'on a pour s'informer de cette époque. Les événements de cette série sont censés avoir lieu à peu près entre l'an 700 et l'an 900. Depuis ce temps-là, beaucoup de documents ont été perdus. D'autres sont dans un état tellement détérioré qu'ils sont illisibles, et d'autres encore sont des légendes. Il faut donc trier le vrai du faux. Les auteurs de la série peuvent néanmoins s'appuyer sur deux types de sources documentaires historiques. Le premier groupe de documents est la chronique anglo-saxonne. Il s'agit d'un ensemble d'annales rédigées par des moines anglais qui relatent l'histoire des anglo-saxons. L'analyse de ce document est très complexe. Beaucoup de pages du manuscrit original ont été perdues. Il en existe heureusement plusieurs copies réalisées par des moines issus de diverses abbayes différentes. Il faut donc souvent interpréter ou nuancer les propos qui sont toujours empreints de la partialité du moine copiste. Ces textes n'en restent pas moins une ressource riche pour les historiens, car il s'agit de la principale source historique de la période allant de l'abandon de l'Angleterre par les Romains vers 410 jusqu'à l'année 1066. La seconde ressource historique majeure est celle laissée par les peuples nordiques eux-mêmes dans des recueils de récits légendaires. Il existe aussi le recueil intitulé Gesta Danorum en latin, ce qui donne en français la geste des Danois. Ce bouquin a été écrit vers l'an 1200 par un moine danois appelé Saxo Grammaticus. Ce chef-d'œuvre de la littérature médiévale est une référence concernant l'histoire des pays nordiques. Au Danemark, il joue encore un rôle fondamental dans ce qui fait l'identité nationale du pays. Mais le gros inconvénient de ces œuvres nordiques, c'est qu'elles mélangent allègrement événements historiques avérés et légendes purement fictives. C'est donc à manier avec précaution. Voilà pour l'introduction. Faisons maintenant un peu le tri entre les personnages de la série et la réalité, ou pas, de leur existence. Jusqu'à la saison 4 du moins. Ragnar Lodbrok et l'attaque de Lindisfarne. Dans la saison 1, on voit un groupe de vikings commandé par un certain Ragnar Lodbrok qui débarque pour la première fois sur les côtes anglaises. Il tombe par hasard sur le monastère de Lindisfarne. Le monastère est plein de richesses, n'est protégé par aucun garde armé et n'importe qui peut y pénétrer comme dans un moulin. Il n'est habité que par des moines qui vivent reculés du monde et qui sont parfaitement pacifiques et pas du tout guerriers. C'est donc un jeu d'enfant pour les vikings de tout piller et de massacrer les pauvres moines qui ne vivent que de prières et du travail de la terre. Le monde chrétien extrêmement pieux de cette époque est en effet tellement persuadé que personne n'oserait s'attaquer de la sorte à la maison de Dieu qu'il n'a jamais paru utile de défendre les Leuciens. Eh bien cet épisode s'est en effet réellement déroulé. Il est relaté dans la chronique anglo-saxonne et même dans plusieurs autres documents d'époque. Il a incontestablement eu lieu en 793. Pour les historiens, cette date de 793 marque le début de l'ère viking. Ce premier contact d'une violence inouïe entre vikings et anglo-saxons a consterné l'Europe. Tout le monde en Europe était vraiment scandalisé qu'un groupe de païens sortis de nulle part s'en prenne ainsi à un lieu saint qui n'est habité que par des moines totalement pacifiques qui n'ont absolument rien demandé à personne. En revanche, l'existence du fameux Ragnar Lodbrok est confuse. Les sources nordiques font tout état d'un roi légendaire du nom de Ragnar Lodbrok. Jusqu'ici, les tentatives d'identifier un personnage historiquement réel ont toutes échoué. L'hypothèse la plus probable, c'est que les divers chroniqueurs qui ont jalonné l'histoire ont regroupé sous un seul et unique nom les guerriers et rois vikings qui se sont distingués par des actes héroïques et glorieux de l'histoire nordique.
Ce serait une manière de mettre de l'ordre dans les récits confus et parfois contre-indictoires relayés par les légendes. Ragnar Lodbrok est donc plus un titre de gloire qu'un prénom réel. Mais en tout cas, l'un de ces Ragnar Lodbrok était bien présent lors de l'attaque de Lindisfarne. Par contre, désolé de casser le mythe, mais Athelstan n'a jamais existé. Le roi Aelle de Northumbrie et les fils de Ragnar. Le monastère de Lindisfarne se trouvait dans le royaume de Northumbrie. À cette époque reculée, l'Angleterre est divisée en plusieurs royaumes plus ou moins grands. Dans la série, il est fortement question des trois plus grands, la Northumbrie, la Mercie et le Wessex. Le ventripotent et implacable roi Aelle de Northumbrie a bel et bien existé. Sauf que le concernant, les scénaristes ont pris un peu de liberté par rapport à la réalité historique. Déjà, le roi Aelle a régné dans un instant très court. Il a régné de 860 à 867. Or, l'attaque de Lindisfarne, je vous le rappelle, a lieu en 793. Bon, à la limite, ça, c'est un petit détail. Et par ailleurs, les sources anglo-saxonnes et nordiques divergent quant au destin du roi Aelle. Dans la légende nordique, le roi Aelle a tué Ragnar Lodbrok en le jetant dans une fosse remplie de serpents. Plus tard, les trois fils de Ragnar, Halfdan, Ivar le Désossé et Ubbe, conduisent un raid contre le roi Aelle pour venger leur père. Alors, va-t-on savoir pourquoi dans la série, Halfdan n'est pas présent. À la place, on a les deux autres fils de Ragnar, Sigurd et Hvitserk. Ça devait peut-être rendre mieux à la télé. Et lors d'une bataille près de la ville de York, Aelle est capturé et mis à mort par les trois fils de Ragnar selon l'ignoble supplice de l'aigle de sang. Et bien ça, c'est exactement ce qui se passe dans la série et c'est exactement conforme à ce que raconte la légende nordique. Malheureusement, la réalité historique est un peu plus terre à terre. Les trois fils de Ragnar qu'on voit dans la série ont donc bel et bien existé et ils ont en effet conduit une campagne meurtrière pour tuer le roi Aelle et conquérir l'Angleterre. Les trois vikings ont réussi à réunir sous leur bannière une telle quantité de guerriers et guerrières que leur armée, bien avant celle de l'empereur Napoléon, a été surnommée la Grande Armée. En revanche, les historiens contestent quasiment unanimement qu'il est peu probable que Ragnar ait bien été tué par le roi Aelle. On sait que Aelle a en réalité été tué lors d'une bataille contre la Grande Armée près de la ville de York. Les scénaristes ont donc préféré coller à la légende nordique plutôt qu'à la réalité historique. Mais bon, on peut les comprendre, la légende est quand même un peu plus romantique et romanesque. Et la mort du roi Aelle marque un tournant dans l'histoire de l'Angleterre puisqu'elle marque le début de la domination viking sur le pays. Et là, vous me direz peut-être, mais Argos, tu n'as pas parlé du quatrième fils de Ragnar Lodbrok, Bjorn Côte de Fer. Eh bien, Bjorn Côte de Fer a également bel et bien existé, et il était bien le fils d'un Ragnar Lodbrok. Il a bien participé avec son père à énormément de raids meurtriers en France et en Angleterre. Et il est même allé beaucoup plus loin puisqu'avec ses bateaux, il a longé toute la côte ouest de la France, il a débarqué en Espagne et il a même franchi le détroit de Gibraltar. Cette expédition jusqu'en Espagne, elle est parfaitement bien relatée dans la saison 4. Par contre, ce fameux Bjorn Côte de Fer n'a probablement jamais été à la tête de la Grande Armée avec ses frères. Le roi Egbert de Wessex, son fils Athelwulf et son petit-fils Alfred. Ces trois personnages ont tous bien existé, ça c'est sûr. Ce qu'on peut dire du roi Egbert, c'est qu'il était extrêmement ambitieux et qu'il a passé sa vie à guerroyer et intriguer contre les royaumes voisins pour étendre sa domination. C'est finalement exactement l'image que nous donne la série de ce personnage assoiffé de conquête et de pouvoir. En plus, l'acteur ressemble vachement au portrait du vrai roi Egbert. Et comme dans la série, dans la réalité, Egbert parvient à ses fins. Mais malheureusement pour pas longtemps puisqu'il n'arrive pas à conserver ses conquêtes bien longtemps. Par contre, ses combats puis sa collaboration avec le roi Ragnar Lodbrok que la série nous dépeint sont purement fictifs. Donc c'est quand même intéressant de noter que même si les scénaristes ont pris des libertés par rapport à la réalité historique pour que l'œuvre soit un peu plus romancée, ils ont quand même fait l'effort d'attribuer à leur personnage les traits de caractère que les historiens lui reconnaissent. Bravo. Et dans la vraie vie, à sa mort, c'est son fils Athelwulf qui prend le pouvoir. Et ce qui est amusant, c'est que, comme pour son père Egbert, les scénaristes ont fait l'effort d'affubler à leur personnage les traits de caractère que les historiens lui reconnaissent. Une rapide recherche sur internet vous dira que le roi Athelwulf a longtemps été considéré par les historiens comme un roi un peu loser. Dans la série, c'est totalement l'image qu'il donne. Il n'est que le pantin de son père, se fait mener par le bout du nez par sa femme Judith et est incapable de prendre des décisions seul. Pourtant, depuis le début de notre siècle, de récentes recherches tentent à mettre à mal cette image médiocre que l'on a de Athelwulf.
Des historiens pointent au contraire du doigt le prestige et la puissance que le Wessex a gagné sous son règne. Et plus tard, c'est le propre fils de Æthelwulf qui va prendre le pouvoir du royaume de Wessex. Ce fils s'appelle Alfred. On le voit dans la série alors qu'il n'est encore qu'un petit garçon. Dans la série, on voit que son grand-père, le roi Egbert, voit en lui un avenir prestigieux qui fera la gloire de l'Angleterre. On verra bien dans les saisons suivantes ce que décident les scénaristes. Mais en tout cas, s'ils choisissent de coller à la réalité historique, le destin d'Alfred sera en effet fabuleux. Alfred est l'un des rois les plus célèbres de l'histoire anglaise. Son règne a duré de 871 à 899. Alfred est resté célèbre dans l'histoire pour avoir été un roi sage, juste et instruit. De ce fait, il a profondément modernisé le système éducatif et judiciaire de son pays. C'est un fervent défenseur des lettres et des arts. Peut-être cet amour pour la culture lui vient de l'enseignement que lui inculque son grand-père dans la série? Encore une fois, un grand bravo aux scénaristes qui ont tenté de coller à la réalité de la personnalité du personnage. Malheureusement, dans la réalité, cela est totalement impossible étant donné que le roi Egbert est mort en 839 alors que son petit-fils Alfred est né quelques années plus tard en 846 ou en 849. On prête d'ailleurs au roi Alfred la création de l'université d'Oxford. Mais surtout, et c'est là où ça devient intéressant pour la série, Alfred est célèbre pour avoir été le premier roi à organiser sérieusement la défense du territoire contre les Vikings. Sous son règne, il réorganise l'armée et fortifie les villes. Il commande lui-même de nombreuses batailles contre les païens du Nord. Son règne est ponctué de batailles sanglantes, mais qui portent des coups décisifs aux Vikings dont beaucoup se retrouvent contraints de rentrer au Danemark. La réussite du roi Alfred lui a valu d'être appelé Alfred le Grand. Alfred est le seul souverain anglais à avoir été honoré de ce titre, uniquement réservé aux rois et empereurs les plus victorieux et adulés. Judith. La pauvre Judith a bien été la femme du roi Æthelwulf. Mais sur elle, les scénaristes se sont fait un peu plaisir, si je puis dire. Déjà, dans la réalité, elle était française, alors que dans la série, elle est censée être la fille du roi Aelle de Northumbrie. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut voir dans la série, ce n'est pas elle qui a donné naissance au petit Alfred. Enfin, le petit Alfred qui va devenir Alfred le Grand, quoi. Les Français. Pour terminer la vidéo, passons maintenant aux quelques personnages français que l'on peut voir. Notamment le plus intéressant qui est bien sûr le roi Charles. Il est fort probable que le personnage du roi Charles dans la série soit l'incarnation du roi français Charles III, dit aussi Charles le Simple, qui a régné de 898 à 922. En 911, Paris est assiégé par les Vikings. Le chef des envahisseurs se prénomme Rollon. Tiens, ça fait penser à un certain Rollo dans la série, ça. Après une série de batailles, Charles décide d'engager des pourparlers avec Rollon. Les négociations débouchent sur le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui accorde à Rollon et ses hommes la mainmise sur un territoire qui correspond à peu près à la Haute-Normandie actuelle. En échange, Rollon doit sa fidélité au roi et lui accorder son aide militaire en cas de besoin. Rollon doit aussi accepter d'être baptisé, exactement comme dans la série. Et exactement comme dans la série, il va se marier à la fille du roi Charles le Simple, qui s'appelle Gisèle. Et comme dans la série, Rollon ne va pas du tout hésiter à combattre les Vikings pour protéger la France. Il les empêche notamment de descendre la Seine en bateau pour piller Paris. Cet aspect de la vie de Rollon est illustré dans la saison 4 par une scène de bataille épique dans laquelle les Vikings se font laminer par les pièges que Rollon a fait construire le long du fleuve. Rollon est donc un viking parfaitement intégré à l'aristocratie française. Après sa mort, son territoire normand va devenir un duché. L'arrière-petit-fils de Rollon est le tout premier à se faire appeler duc de Normandie. Il n'est donc peut-être pas si exagéré que ça de dire que les Normands sont tous un peu les descendants de Rollon et de ses compagnons vikings. Donc selon moi, mais c'est vraiment un avis qui n'engage que moi, cette série est vraiment géniale sur le plan historique. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Les auteurs ont pris quelques libertés par rapport à la réalité, surtout dans les dates, comme je vous l'ai dit, mais il n'en reste pas moins que dans les grandes lignes,
la réalité historique est parfaitement respectée. Alors certaines personnes pointilleuses vont un peu râler et dire que c'est pas vraiment la réalité vraie. Oui, c'est vrai, mais on peut quand même être un peu indulgent et comprendre qu'il faut un peu romancer l'histoire pour qu'elle reste attrayante et divertissante. Et d'autres personnes encore plus pointilleuses vont vous dire que les reconstitutions d'époque sont médiocres parce que lors des batailles, les Vikings portaient pas leur bouclier devant eux mais par-dessus ou l'inverse, je sais plus, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que ça peut faire? Cette série a de génial qu'elle a relancé dans le grand public l'intérêt pour cette période de l'histoire absolument fascinante et finalement très méconnue. Alors que cette période, c'est vraiment l'origine de tout ce qu'on est maintenant. Toute notre civilisation actuelle a commencé dans le haut Moyen-Âge. Avant d'avoir vu cette série, saviez-vous ce qu'était le Wessex et la Northumbrie? Savez-vous qui était le roi Aël de Northumbrie? Saviez-vous qui était le roi Egbert? Le roi Charles le Simple? Rollon? Et à part si vous êtes un Normand hyper fier de ses origines, saviez-vous que le duché de Normandie, un nom qui sonne vachement français, a été créé par un Viking? En plus, je surkiffe le fait que dans cette série, ils aient parfois fait l'effort de faire parler les personnages en vieux français ou en vieille langue viking. Ça, je trouve ça génial. Au final, la seule chose qui importe, c'est qu'on acquiert de la culture de manière... En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Et moi, je vais me dépêcher d'aller regarder la saison 5.